Bonjour, alors aujourd'hui on va voir la correction d'un nouveau examen des mathématiques 3e année collège de la région de Rabat, Salé Kenitra de l'année précédente de 2023. On voit comme ça se présente, on a 4 exercices sur la première page, plus 3 ça fait 7. Donc 7 exercices en totalité. Et on commence comme d'habitude par le premier exercice. Alors, exercice 1. Première question, c'est résoudre l'équation suivante. 5x plus 6 est égal à x plus 18. D'accord. Ça, c'est facile. Résolution de l'équation 5x plus 6 est égal à x plus 18. Qu'est-ce qu'on a dit? On met les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Ça va nous donner 5x moins x est égal à 18 moins 6. 5x moins x, ça donne 4x est égal à 12. Donc x est égal à 12 sur 4 est égal à 3. Donc x est égal à 3. Assez facile pour démarrer. Donc, l'équation 1, par exemple, admet une seule ou une unique solution qui est 3. D'accord? Très bien. Deuxième question est composée de deux questions. Donc, petite a, le nombre 3 est-il solution de l'inéquation 4 sur 3x plus 2 strictement supérieur à 1 sur 3x plus 4? Justifier la réponse. Et résoudre l'inéquation, toujours la même inéquation, où x est un nombre réel inconnu. D'accord. Alors, on sait bien que la solution d'une inéquation, c'est pas un seul nombre, c'est plusieurs nombres, c'est plusieurs points, c'est plusieurs nombres. Mais là, on me dit de voir si le nombre 3 est-il solution. Est-ce qu'il fait partie de l'ensemble des solutions de l'inéquation? Ils ne me disent pas que est-ce que le nombre est la seule solution de l'inéquation. Parce qu'ils me disent, s'ils me disent que c'est la seule solution de l'inéquation, ça c'est faux. Parce que l'inéquation ne peut pas avoir une seule solution. C'est toujours supérieur ou est égal, ou inférieur ou est égal, ou strictement supérieur ou strictement inférieur. Donc c'est un ensemble de points. Mais là, ils me disent justement que je vérifie si 3 fait partie de l'ensemble des solutions de l'inéquation. Ben, il va falloir quoi? Il va falloir vérifier que est-ce que 3, le nombre 3, vérifie la première partie. On va calculer la première partie, calculer la deuxième partie, voir est-ce que vraiment la première partie est strictement supérieure à la deuxième partie. D'accord? Vérifions. Si le nombre 3 est solution de l'inéquation. « 4 sur 3x plus 2, 1 sur 3x plus 4. » On remplace 3 dans la première partie de l'inéquation, au premier côté, premier terme, premier côté de l'inéquation. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 4 sur 3 multiplié par 3, plus 2 est égal. 3 qui va partir avec 3, on aura 4 plus 2, ça fait 6. D'accord? On remplace maintenant 3 dans la deuxième ou le deuxième côté. Le deuxième côté de l'inéquation.
Qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 sur 3 multiplié par 3 plus 4. D'accord? Est égal à combien? Ça fait 1 plus 4, ça fait 5. D'accord? Et on a 6 qui est strictement supérieur à 5. Donc le premier côté est égal à 6. Le deuxième côté est égal à 5 en remplaçant par 3. Et nous avons 6. Est-ce que 6 est strictement supérieur à 5? Ben oui. Donc, 3 est solution parmi les solutions. Donc, une solution de l'inéquation de. D'accord? Ça, c'est pour petit a. Petit b. Résoudre l'inéquation où x est un nombre réel inconnu. Bah, il va falloir résoudre cette inéquation. Donc, résolution de l'inéquation de. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a 4 sur 3x plus 2 strictement supérieur à 1 sur 3x plus 4. Toujours le même principe, on va mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Ça va me donner 4 sur 3x moins 1 sur 3x strictement supérieur à 4 moins 2. Et là, j'aurai quoi? J'aurai 3 sur 3x strictement supérieur à 2. Ça veut dire que x est strictement à 2. D'accord? Et on écrit tous les nombres strictement supérieurs à 2 sont solutions de cette inéquation. Et là, on voit que si on part de strictement de 2, on a le nombre 3 qui fait partie de cet intervalle. D'accord? Donc, tous les nombres strictement supérieurs à 2 sont les nombres réels, bien sûr. Tous les nombres réels strictement supérieurs à 2 sont solutions de cette inéquation. D'accord? Troisième question, petit a. Montrer que x carré moins 9 plus 2x moins 1 facteur de x plus 3 est égal à x plus 3 facteur de 3x moins 4. D'accord? Déduire les solutions de l'équation suivante. Très bien. Bah, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la solution. Là, on a un facteur x plus 3 qui apparaît ici. Donc du coup, il va falloir sortir une expression de la forme x plus 3 pour factoriser avec x plus 3. Là, c'est une identité remarquable. Donc systématiquement, j'aurai x plus 3 plus x3, je factorise x plus 3 et j'aurai une expression à simplifier. Faisons ça. Montrant que x carré moins 9 plus 2x moins 1 facteur x plus 3 est égal à x plus 3 facteur de 3x moins 4. D'accord? On a x au carré moins 9 qui est égal à x carré moins 3 à la puissance 2. Et ça, c'est une identité remarquable, car identité remarquable. Et on écrit quoi? Et on écrit x moins 3 facteur de x plus 3. Donc on remplace cette expression dans notre équation. On aura quoi? On aura x moins 3 facteur x plus 3 plus 2x moins 1 x plus 3 à simplifier. On a un facteur commun, x plus 3, x plus 3. Donc je factorise par x plus 3, j'ouvre la parenthèse. Il me reste quoi? Il me reste x moins 3. J'écris x moins 3, plus, j'ai un plus ici, donc j'écris un plus, 2x moins 1, 2x moins 1. Et ça revient à écrire quoi? X plus 3, facteur de x moins 3, plus 2x moins 1. Ça, c'est 3x, et ça, c'est moins 3. Moins 4, pardon. Donc, x plus 3.
x plus 2x, ça fait 3x. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Et ben voilà, on vient de démontrer, donc, effectivement, x carré moins 9 plus 2x moins 1 facteur x plus 3 est égal à x plus 3 facteur de 3x moins 4. D'accord? Petit b, ben on me demande de résoudre l'équation, cette équation. Puisque on a démontré que celle-là est égale à celle-là, résoudre cette équation revient à résoudre cette équation. D'accord? Résolution de l'équation x carré moins 9 plus 2x moins 1 facteur x plus 3 est égal à x est égal à 0, pardon. Donc ça c'est une équation. Cela revient à résoudre l'équation suivante. Laquelle revient à résoudre l'équation suivante. X plus 3 facteur de 3x moins 4 est égal à 0. Parce que celle-là est égale à celle-là. Et on l'a démontré. Donc, x plus 3 est égal à 0. Ou 3x moins 4 est égal à 0. Ici, c'est x moins est égal à moins 3. Ou 3x est égal à 4. Soit x est égal à 4 sur 3. Donc, l'équation, on va dire l'équation 3 admet deux solutions, moins 3 et 4 sur 3. D'accord? Assez facile le premier exercice. On va attaquer maintenant le deuxième exercice. Exercice 2. Très bien, donc c'est un système avec un petit problème, je pense, 2,5 points. Donc à l'entrée d'un terrain de football, et pour encourager l'équipe nationale, Omar a acheté 4 casquettes et 3 maillots de sport au prix de 440 dirhams. Et Aïcha a acheté 5 casquettes et 4 maillots de sport au prix de 570 dirhams. Les casquettes sont du même modèle ainsi que les maillots de sport. Lequel des deux systèmes suivants permet de déterminer le prix d'une casquette et celui d'un maillot de sport? Justifie la réponse. D'accord? On me donne deux systèmes, S1 et S2. La deuxième question, déterminer le prix d'une casquette et celui d'un maillot de sport. D'accord. Donc ça, c'est un petit problème. Assez facile, je pense. Je ne sais pas si vous avez un petit peu assimilé la problématique. Donc, petit 1. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit il y a deux personnes, Omar et Aïcha. Donc, pour encourager l'équipe nationale, ils ont fait quoi? Ils ont acheté 4 casquettes et 3 maillots pour Omar au prix de 440. Et Aïcha a acheté les mêmes casquettes, là, parce qu'on me donne, c'est les mêmes casquettes de même modèle et des maillots de même modèle aussi. Donc, Aïcha a acheté cette fois 5 casquettes. Et combien de maillots? 4 maillots au prix de 570. Et on me demande de déterminer le prix, à la fin de déterminer le prix d'une casquette et le prix d'un maillot. Mais avant de faire ça, on doit faire une mise en système. Donc la mise en système, c'est la première question. Et on me donne deux systèmes, S1 et S2. Donc je n'ai qu'à vérifier, qu'à mettre mon problème correctement et de vérifier est-ce que c'est S1 ou S2 qui répond plus à notre problématique. Et après, on va résoudre le système pour déterminer le prix de la casquette et le prix d'un maillot. D'accord? Donc, généralement, comment on fait? On commence par le choix des inconnus. On pose X et le prix d'une casquette. Y est le prix d'une ou d'un maillot de sport.
D'accord? Là, je viens de faire le choix de mes inconnus. Je n'ai qu'à faire maintenant la mise en système. Mise en système. Qu'est-ce que je peux dire? Donc la première phrase, la mise en système, c'est toujours de tirer les données qu'on a eues, qu'on a dans l'énoncé, dans le problème. À l'entrée d'un terrain, Omar a acheté 4 casquettes et 3 maillots au prix de 440. Donc il a acheté 4 casquettes et 3 maillots. Mais je ne connais pas le prix. Donc c'est 4 fois le prix de la casquette, plus 3 fois le prix du maillot, est égal à 440. Parce que lui, il a acheté 4 casquettes, je ne sais pas à quel prix, donc 4 fois son prix, plus 3 maillots, plus 3, multiplié par le prix du maillot, que je ne connais pas le prix. Le total, il lui a coûté 440. Donc je peux écrire Omar a acheté 4 casquettes et 3 maillots de sport au prix de 440 dirhams. D'accord? Donc, 3 fois le prix, plutôt 4, on va commencer par 4. 4 fois le prix de la casquette qui est X, plus 3 fois le prix du maillot qui est Y, est égal à 440. Voilà la première équation. Pour Aïcha, qu'est-ce qu'on a? Elle a acheté. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Il faut mettre un E ici. C'est féminin. A acheté 5 casquettes et 4 maillots cette fois. De sport. À combien? Au prix de 570 dirhams. Donc, 5 casquettes fois le prix de la casquette, qui est X, plus 4 maillots fois le prix du maillot, qui est Y, est égal à 570. Voilà la deuxième équation. Donc, notre système est x plus 3y est égal à 440 et 5x plus 4y est égal à 570. Très bien. Vérifions. En vérifiant le système S1 et S2, on déduit que le système S2 est la bonne solution. Et on écrit lequel des deux systèmes suivants permet de déterminer le prix d'une casquette de l'une. Justifiez votre réponse. La justification, c'est celle-là. Donc, c'est le système S2 qui nous permettra de calculer le prix de la casquette et du maillot de sport. D'accord? Voilà. La justification, on vient de la faire. La mise en système, toute cette partie, c'est une justification de votre réponse. Deuxième question, là on me demande de résoudre, déterminer le prix d'une casquette et celui d'un maillot de sport. Ça revient à continuer notre énoncé. Donc on a fait le choix des inconnus, on a fait la mise en système. Maintenant c'est la résolution du système S2. Donc résolution du système S2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 4x plus 3y est égal à 440 et 5x plus 4y est égal à 570. Comment faire? Quelle méthode on va choisir? Est-ce que vous voulez qu'on choisisse par substitution, par élimination?
On va faire par élimination. Attends, on a déjà une partie ici. On va faire par élimination. Par combinaison linéaire, pardon. Donc élimination de x et y. Donc méthode choisie. Combinaison linéaire. Là, il faut le mettre. Comme ça, vous partagez l'information avec le correcteur de votre feuille. Combinaison linéaire. D'accord. Donc, élimination de x. On va faire une élimination de x et une élimination de y. Élimination de x. Alors ici, pour éliminer x, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les coefficients que je dois multiplier chaque équation pour avoir une élimination de x? Là, j'ai 4x et là, j'ai 5x. Déjà, le signe, c'est différent. Donc, j'aurais besoin d'un coefficient négatif. D'accord? Est-ce qu'il y a un facteur en commun entre 4 et 5? Non. Donc, je vais multiplier la première équation par 5 et je vais multiplier la deuxième équation par moins 4 pour avoir 20x et moins 20x. D'accord? On va faire ça. Donc, notre système, soit on a 4x plus 3y est égal à 440 et 5x plus 4y est égal à 570. Donc, je vais multiplier la première équation par 5, deuxième terme aussi par 5, et ici, je vais multiplier par moins 4, et celle-là par moins 4. D'accord? Toujours les parenthèses pour ne rien oublier. Donc, le système redevient 5 fois 4, ça fait 20x, plus 5 fois 3, ça fait 15y, est égal 440 fois 5, 2220. 2200. Ça fait 2200. Très bien. Moins 4 fois 5, ça fait moins 20x. Moins 4 fois 4, ça fait 16y. Est égal moins 570 fois 4. Alors, 570 fois moins 4, ça fait moins 2280. D'accord? Et là, on va faire une addition. On va additionner les deux équations terme à terme. D'accord? Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 20x plus 15y plus moins 20x moins 16y est égal 2200. Vous avez vu comment j'ai fait? Plus moins 2280. Là, je simplifie. Là, j'ai mis les parenthèses pour ne pas oublier quoi que ce soit, ni un signe, ni un chiffre. Et après, je simplifie. Donc, ça revient à écrire 20x plus 15y plus, donc il n'y a pas de changement de signe. Avec le moins, ça fait moins 20x moins 16y est égal à 2200 moins 2280. 20x avec moins 20x, et j'aurai 15y moins 16y, ça fait moins y, est égal 2200 moins 2280, c'est moins 80. Donc y est égal à 80. Voilà. D'accord? C'est comme ça qu'on résout par combinaison linéaire. On va faire de même pour l'élimination, cette fois de y, élimination de y. Qu'est-ce qu'on a? Toujours, on a notre système 4x plus 3y est égal à 440, 5x plus 4y est égal à 570. Alors, comment faire pour éliminer y dans ce cas de figure? Là, j'ai plus 3y et là, j'ai plus 4y. Déjà, ils ont le même signe. Il faut que je change. Donc, je dois multiplier par un coefficient qui est négatif. Très bien. Là, j'ai 3, là, j'ai 4. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Donc, pour avoir le même facteur, il va falloir multiplier la première par 4 et la deuxième, par exemple, par moins 3. On va faire ça. Donc, je reprends. C'est 4x plus 3y est égal à 440. 5x plus 4y est égal à 570. La première, je la multiplie par 4. La deuxième par moins 3.
ici aussi par 4, et ici par moins 3 aussi. D'accord? 4, 4. Pour avoir 4 fois 3, ça fait 12, plus 12y. Ici, moins 3 fois moins 3 aussi de l'autre côté. Et moins 3 fois 4y, ça va me donner moins 12. Donc 12y plus moins 12y, on élimine y. Addition ou simplification d'abord. 4 fois 4, ça fait 16. X plus 12y. 440 fois 4, ça va me donner, tac, 1760. Moins 3 fois 5, ça fait moins 15. X moins 12y est égal à moins 570 fois 3 ou moins 3, ça va me donner moins 1710. Très bien. Je fais une addition des deux équations terme à terme. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 16x plus 12y, facteur bien sûr, entre parenthèses, plus moins 15. Je mets les parenthèses exprès pour ne rien rater, ni de signe ni de chiffre. Moins 12y est égal à 1760 plus moins 1710. D'accord? Et maintenant, je simplifie. Ça va me donner 16x plus 12y moins 15x moins 12y est égal à 1760 moins 1710. Il y a les 12y qui vont partir avec les moins 12y. J'ai 16x moins 15x, ça va me donner un x tout simplement. Et ici, j'ai 1760 moins 1710. Ça, la différence est 50. Voilà. Donc, le couple 50-80 est solution du système S2, bien sûr. D'accord? Et là, on revient à la quatrième étape, on va dire directement étoile, c'est retour au problème. D'accord? Vérification et réponse aux solutions. Vérification et réponse. D'accord? Comment on va vérifier? Donc, dans le premier cas, on a Omar a acheté combien? Il a acheté 4 casquettes et 3 maillots. C'est-à-dire que 4 fois le prix de la casquette qui est 50, plus 3 fois le prix du maillot qui est de 80, est égal à combien? 4 fois 50, ça fait combien? Ça fait 200, plus 80 fois 3, ça va me donner 240. Est égal à 440. Donc, elle est vérifiée la première équation. Dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, Aïcha a acheté combien? Elle a acheté 5 casquettes. Donc, 5 fois 50. Elle a acheté combien de maillots? 4 maillots cette fois. Donc, c'est 4 fois 80. D'accord? 5 fois 50, c'est 250. Plus 4 fois 80, ça fait 320. Et c'est 570. C'est le montant qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la vérification, elle est correcte. Et là, je reviens à la réponse des questions de mon problème. Et je dis tout simplement, alors, on conclut que le prix de la casquette achetée par Omar et Aïcha est de combien? Est de 50. C'est le X. 50 quoi? 50 dirhams.
et le prix du maillot de sport acheté par Omar et Aïcha est de combien? Et de 80 dirhams. Voilà. Exercice 3. Et on écrit exercice 3. Très bien. Le tableau ci-dessous représente le montant en dirhams de la consommation d'Internet durant le mois de mars de cette année chez un groupe de 40 élèves. Très bien. Donc là, le montant, ça c'est le caractère, parce que c'est des valeurs, on va dire que c'est des petites valeurs, mais croissantes. 20, 30, 40, 50, 60, 81 et 100. Il faut toujours vérifier que les valeurs du caractère sont des valeurs croissantes. Et ça, c'est l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'élèves. Chaque élève ou un ensemble d'élèves, ils ont consommé combien? Ils ont consommé 20 dirhams d'Internet pendant le mois de mars. Pour 30 dirhams, il y en a 4 élèves. 11 élèves, ils ont consommé 40 dirhams au mois de mars. Un seul élève a consommé 50. 10, ils ont consommé 70. 7 élèves ont consommé 80 dirhams. 80 dirhams. Et 4 élèves, ils ont consommé au mois de mars 100 dirhams d'Internet. Très bien. Jusque-là, c'est bien. Première question, déterminer le mode de cette série statistique. Déjà, la série statistique, c'est pas une série statistique... c'est pas une statistique. Donc, déterminer le mode statistique de cette série. 1. Quel est le mode? On a vu, déterminant déjà. Déterminant. Le mode de cette série statistique. Le mode de cette série statistique. Le mode, comment on le détermine? Il va falloir vérifier le plus grand effectif et la valeur du caractère qui correspond à cet effectif et le mode. Ici, on a combien? On a 11, c'est la valeur la plus élevée de l'effectif, et la valeur du caractère qui correspond à 11, c'est 40. Donc 40 est le mode de cette série statistique. On a le plus grand effectif de cette série est 11. D'accord? La valeur du caractère, entre parenthèses, à savoir le montant en dirhams, la valeur du caractère correspondant à cet effectif, est 40. D'accord? Donc, le mode de cette série statistique discrète en valeur est 40. D'accord? Première question, assez simple. Deuxième question, déterminer la médiane de cette série statistique. Déterminer la médiane. Déterminant la médiane de cette série statistique. On a vu dans le cours, pour calculer ce paramètre de position, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la médiane? Pour déterminer la médiane, on calcule l'effectif total. On a déjà l'effectif total, c'est 40,
comme on peut le déterminer à partir de l'effectif, c'est-à-dire 3 plus 4 plus 11 plus 1 plus 10 plus 5 plus 4, ça devrait nous donner 40, c'est ça l'effectif total. Et on prend l'effectif total et on le divise par 2. On prend la moitié de l'effectif total et on vérifie l'effectif, le plus petit effectif cumulé. Donc là, on n'a pas l'effectif cumulé, il va falloir le calculer. Il va falloir prendre le plus petit effectif cumulé qui est supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total. Et la valeur du caractère de cet effectif cumulé est la médiane de cette série. D'accord? On écrit tout ça. Calculons l'effectif total pour vérifier. On a grand N est égal 3 plus 4 plus 11 plus 1 plus 10 plus 7 plus 4. Si vous faites le calcul, N est égal à 40. Ça c'est clair. Donc, la moitié de l'effectif total est N sur 2 est égal à 40 sur 2 est égal à 20. D'accord? Maintenant, calculons l'effectif cumulé. On en a besoin. L'effectif cumulé. On écrit effectif cumulé. Donc c'est comme une continuité du tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le premier effectif, c'est 3. Donc on garde 3 ici. Vous savez comment on calcule l'effectif cumulé. Donc 3, on va mettre 3 parce qu'avant, il n'y a rien. Et 3 plus 4, ça fait 7. Et 7 plus 11, ça fait 18. 18 plus 1, ça fait 19. 19 plus 10, ça fait 29. 29 plus 7, ça fait 20. 29 plus 7, ça fait 36, pardon. Et 36 plus 4, ça fait 40. Effectivement. Donc l'effectif cumulé, le dernier effectif cumulé correspond à N, l'effectif total. Donc c'est correct. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc l'effectif, quelle est la valeur la plus petite de l'effectif cumulé? Donc la valeur la plus petite de l'effectif cumulé, supérieure ou égale à 20. Supérieure ou égale à 20. 3 est inférieur à 20. 7 est inférieur. 18 est inférieur. 19 est inférieur. 29 est supérieur. Donc ça égale pas. Donc c'est supérieur. 36 est supérieur. 40 est supérieur. Mais on va en prendre la plus petite valeur de l'effectif cumulé supérieure ou égale à 20. Donc on ne va pas prendre 40, on ne va pas prendre 36, on va prendre 29. D'accord? On va écrire ça. Le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 20, qui est la moitié de l'effectif total, est 29. D'accord? Et la valeur du caractère, à savoir le montant en dirhams, qui correspond à cet effectif cumulé, est quoi? Et 70. Donc, la médiane, c'est simple, hein? Donc la médiane de cette série statistique
discrète en valeur est 70. Voilà la médiane. D'accord. Troisième question. Calculer le montant moyen de la consommation d'Internet de ce groupe d'élèves. Calculer le montant moyen. Ben, le montant moyen, c'est la moyenne arithmétique. Parce que la moyenne arithmétique, ça va me donner la moyenne arithmétique du caractère. Et là, mon caractère, c'est le montant en dirham. D'accord. Donc, calculons le montant moyen de la consommation d'Internet par ce groupe. Donc cela revient à calculer. Déjà, on me demande de calculer le montant moyen. Moyen, c'est le mot-clé. Donc moyen, c'est la moyenne arithmétique. Cela revient à calculer la moyenne arithmétique de cette série. On a la moyenne arithmétique M, selon la définition, c'est quoi? C'est la somme du produit. De quoi? Du caractère avec son effectif correspondant sur l'effectif total. Donc dans ce cas, on aura quoi? On aura 20 fois 3, plus 30 fois 4, plus 40 fois 11, plus 50 fois 1, plus 70 fois 10, plus 80, plus 80 fois 7, plus 100 fois 4. Et tout ça sur l'effectif total qui est de 40. Donc cela revient à écrire M est égal 20 fois 3, ça fait 60, plus 30 fois 4, ça fait 120, plus 40 fois 11, ça fait 440, plus 50 fois 1, ça fait 50, plus 700, plus 560, plus 400 sur 40. On fait ça en calculette et on obtient M est égal à 58,25. Ça, c'est la moyenne arithmétique. Et la moyenne arithmétique. Et je reviens à ma question et je dis donc le montant moyen de la consommation d'Internet par ce groupe et par ce groupe d'élèves est 58,25 dirhams. Il faut rajouter dirhams. D'accord? Donc la moyenne arithmétique, c'est toujours la moyenne arithmétique du caractère. Et puisque là, notre caractère, c'est le montant en dirhams. Donc comme si je vais calculer la moyenne, en supposant que chaque élève a consommé la même, ils ont dépensé le même montant. Quel est le montant si on suppose que tous les élèves ont dépensé le même montant pour se connecter au mois de mars? Parce qu'il y en a qui ont dépensé 20 dirhams et d'autres qui ont dépensé 100 dirhams. Mais si je suppose que tous les élèves ont eu la même consommation, combien cette consommation pour chaque élève que j'aurai? C'est la moyenne. Et la moyenne, c'est la moyenne arithmétique. Donc là, si on suppose que tous les élèves ont consommé le même montant, ils ont consommé le même montant pour avoir l'Internet, le montant, c'est 58,25 dirhams pour chacun. D'accord? Passons à la quatrième question. Calculer le pourcentage. Calculer le pourcentage des élèves ayant une consommation inférieure ou égale à 50.
quatrièmement, calculons le pourcentage. C'est assez difficile ces deux dernières questions pour les étudiants de troisième année de collège. Calculons le pourcentage des élèves ayant une consommation inférieure ou égale à 50 dirhams. Très bien. Dans le tableau, j'ai le montant 20 dirhams, 30 dirhams, 40 dirhams, 50 dirhams, ainsi de suite. Et là, on me demande de calculer le pourcentage uniquement des élèves qui ont une consommation inférieure ou égale à 50. C'est-à-dire, je prends les élèves qui ont consommé 50, je prends les élèves qui ont consommé 40, 30 et 20. Et l'effectif de 50 qui ont consommé 50, 40, 30 et 20, ce n'est que 1, plus 11, plus 4, plus 3. Donc, si je calcule l'effectif des élèves qui ont consommé, qui ont une consommation inférieure ou égale à 50, il va falloir prendre que ce nombre. Et on sait que le pourcentage, c'est la fréquence fois 100. Et la fréquence, c'est quoi? C'est l'effectif divisé par l'effectif total. Et dans ce cas, l'effectif, c'est quoi? On ne va pas prendre un seul effectif, mais on va prendre tout ce total, cet effectif. Parce que cet effectif va refléter le nombre d'élèves qui ont consommé, ou qui ont eu une consommation de 50 inférieur ou égal à 50. Et je prends ce montant, ou plutôt cet effectif, divisé par l'effectif total. Et je le multiplie par 100. Et j'aurai donc le pourcentage des élèves qui ont consommé ou qui ont eu une consommation inférieure ou égale à 50. D'accord? On va vers ça. Alors, on va calculer l'effectif. C'est là où il y a le piège. Donc, l'effectif des élèves ayant une consommation inférieure ou égale à 50 dirhams et n, par exemple, petit n est égal à quoi? Je mets 3 plus 4 plus 11 plus 1. Il faut mettre comme ça la réponse. Et dire que n, petit n, est égal à 3 plus 4, ça fait 7, plus 1, ça fait 8, plus 11, ça fait 19. D'accord? Donc c'est 19 l'effectif des élèves qui ont eu une consommation inférieure ou est égale à 50. On sait que le pourcentage s'écrit, le pourcentage est égal à la fréquence fois 100. Et la fréquence avec f, c'est la fréquence. D'accord? Et la fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total fois 100. Donc n, c'est l'effectif. Grand N, c'est l'effectif total. D'accord? Et dans ce cas, mon pourcentage pour cet effectif, c'est rien que 19 sur 40 fois 100. D'accord? Petite calculatrice. 47,5. 47,5%. C'est ça le pourcentage. D'accord? Donc, le pourcentage des élèves ayant une consommation d'Internet supérieure ou égale à 50 dirhams et 47,5%. Voilà.
Oui, c'est assez pas mal cet exercice. Les deux dernières questions, ça demande un peu de réflexion, mais si vous avez fait des exercices dessus, je pense que c'est pas une question de très très haut niveau. Voilà, donc c'est à la portée aussi, on va dire. Donc 5 points plus 2 points, ça fait 7 points. Jusqu'à maintenant, c'est assez modeste. On va passer à l'exercice 4. Alors, exercice 4. Exercice 4, 2 points. Ouais, c'est des petits exercices avec 2 à 3 points. Donc, soit ABC, un triangle rectangle en B, voilà, rectangle en B, et I, le milieu du segment AC. Figure ci-contre. Très bien. Construire le point F, image du point B, par la translation qui transforme I en A. D'accord. Montrer que l'image du point C, par cette translation, est le point I. On déduire l'image de la droite BC par cette translation. D'accord, ben, c'est facile. Qu'est-ce qu'on peut dire? 1, petit a. Construire le point F, image du point B par la translation qui transforme. D'accord. Construisons le point F, image du point B par la translation qui transforme I en A. D'accord. La translation qui transforme I en A est une translation de vecteur IA. Est une translation IA. D'accord? Ça, on l'a vu dans le cours. C'est une translation qui transforme un point en un autre point. Donc, du coup, le vecteur de cette translation n'est rien que le vecteur IA. Ça, c'est connu. Et là, on me dit de construire le point F, image du point B. Donc, si F est image de point B par la même translation, qu'est-ce qu'on peut écrire? On l'a vu. Donc, F est image de B. Donc, IA est égal à BF, avec les distances IA sont égaux, et BF. Donc, il suffit de tracer le parallélogramme IAFB, et on aura tracé le point F, image de B, par la translation IA qui transforme I en A. D'accord? On peut tracer ça si vous voulez. On a le triangle, rectangle en B, A, B, C, le milieu du segment, c'est ici, c'est I, tac et tac. D'accord? Je prends un compas. La distance IA doit être égale à la distance BF. Et puisque c'est un parallélogramme, la même distance, c'est-à-dire BI, la distance BI, tac, la distance IB, c'est AF. Voilà le point F. D'accord?
Très bien. Ça, c'est connu. Petit b. Montrer que l'image du point C par cette translation est le point I. Montrer que l'image de C par cette translation est le point I. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a I, c'est le milieu des segments AC. D'accord? Donc, IA plus IC est égal à 0. Donc, IA est égal à CI. Et puisque IA est égal à CI, donc l'image de C, c'est I, et l'image de I, c'est A, par la translation IA. Deux vecteurs IA. Montrant que l'image du point C par cette translation est le point I. On sait que I, c'est le milieu du segment AC. On sait que I est milieu du segment AC. Et d'après le cours, si on a un point qui est milieu d'un segment, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc c'est IA plus IC est égal au vecteur nul. Et ça revient à écrire que IA est égal moins IC. D'accord? Et ça, c'est IA qui est égal à CI. D'accord? Donc, IA, c'est le vecteur de la translation qui fait transformer I en A. Donc, du coup, la même translation va me transformer le point C en point I. Donc, l'image de C par la translation, c'est I. Donc, l'image du point C1, du point C par la translation de vecteur IA est le point I. Et on a la distance IA qui est égale à la distance CI. D'accord? Petit c, en déduire l'image de la droite BC par cette translation. Bah, c'est simple. On a vu l'image de C, c'est I. On a vu l'image de P par la translation, c'est F. Et pour déduire l'image d'une droite, il suffit de trouver l'image de deux points qui appartiennent à la première droite. Donc l'image de BC n'est rien que la droite FI. D'accord? En déduisons l'image de la droite BC par cette translation. Prendre une autre feuille. On a l'image du point B par la même translation et le point F. Et l'image du point C par la même translation et le point I. Donc, l'image de la droite BC par cette translation est
la droite F, I. D'accord? Deuxième question. Montrer que le quadrilatère A... Donc la première question, vérifions que la droite delta passe par les points B et C. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est simple. On a l'équation réduite de la droite delta qui est égale y moins 2x plus 1. On a les coordonnées des points B et C. Donc on va faire quoi? On va calculer, à chaque fois on va remplacer le x de B dans l'équation. Si y est égal vraiment le y de B, on va dire que B appartient à la droite. De même pour C. D'accord? On a delta d'équation réduite, y est égal à moins 2x plus 1. Remplaçons xb dans l'équation. 1 par exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'on obtient? Y est égal à moins 2, xb plus 1 est égal à quoi? Moins 2, xb c'est moins 2, plus 1. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Et 5, c'est YB, est égal à YB. Donc, le point B appartient à la droite delta. D'accord? Parce que l'équation vérifie le coordonnée XB. Ça me donne YB. Donc, les deux coordonnées, donc le point, le couple de coordonnées du point B, vérifie l'équation de la droite delta. Remplaçons pour le second cas, remplaçons XC dans l'équation 1. D'accord? Donc, Y devient quoi? Devient moins 2xc plus 1. C'est moins 2xc, c'est combien? Xc, c'est 2. Plus 1 est égal à moins 4 plus 1 est égal à moins 3. Et moins 3, c'est effectivement YB est égal à YB. Donc, YC, pardon. YC. Donc, le point C appartient à la droite delta. Deuxième question, détermine le couple de coordonnées du milieu du segment BC. Très bien. Déterminons le couple de coordonnées du milieu du segment. Du milieu du segment BC. On va dire soit M, ce point, milieu du segment AB. Juste pour avoir une notation du segment BC. D'accord? Donc M, c'est quoi? Les coordonnées de M seront quoi? C'est le coordonnée, on a dit le milieu du point, le milieu du segment BC. Il suffit d'ajouter, on a déjà les coordonnées du point B, les coordonnées du point C. Donc c'est XB plus XC, XB plus XC sur 2. Et pour l'ordonnée, c'est YB plus YC sur 2. Donc le point M aura deux coordonnées. XB plus XC, ça combien? C'est moins 2 plus 2. Moins 2 plus 2 sur 2. YB, c'est 5. Plus moins 3, c'est 5. Moins 3 sur 2. Donc M est égal à moins 2 plus 2, c'est 0. 0 sur 2, c'est 0. Et 5 moins 3, c'est 2. Et 2 sur 2, c'est 1. Et 0, 1, c'est les coordonnées de quoi? Dans un repère orthonormé, on a l'origine, c'est 0, 0. Le point I appartenant à l'axe des abscisses, c'est 1, 0. Et le point J, c'est 0, 1.
Et là, nous avons 0, 1. Donc le point M, c'est rien que le point J. Soit M est le point J de coordonnées 0, 1. D'accord? Donc le milieu du segment BC, c'est le point J de coordonnées 0, 1. Très bien, intéressant. C'est pour cela qu'il n'a pas donné le... Ouais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas donné une notation pour ce point. Parce que ce point de ce milieu de segment, ce n'est que le point J. Troisième question, petit a. Montrer que l'équation réduite de la droite AE est... Montrant, c'est des questions de routine, hein, montrant que l'équation réduite de la droite AE est Y 1 sur 2x plus 1. D'accord. On a le point E, on a le point A. Ben, il va falloir déterminer l'équation réduite. Supposons, on va faire une supposition comme le cours. Supposons que la droite, ou plutôt l'équation de la droite AE s'écrit Y mx plus p. À nous de déterminer m et p. Donc déterminant m, c'est le coefficient directeur, ou on dit aussi pente de la droite. D'accord? Comment on calcule m? M, qu'est-ce qu'on a vu? On va prendre deux points. On a déjà les deux points, c'est le point A et le point E. C'est tout simplement, oui, puisque la droite, elle passe par le point A et par le point E. On a A de coordonnées 4, 3. Et nous avons le point E de coordonnées moins 2, 0. Donc c'est YE moins YA sur XE moins XA. Tout simplement. Donc j'ai déjà deux points avec leurs coordonnées. Je peux calculer le coefficient directeur ou la pente en faisant cette relation. Vous allez me dire, pourquoi vous avez avancé E par rapport à A? Ben, c'est la même chose. Même si vous calculez M est égal à YA moins YE sur XA moins XE. C'est la même chose. On aura le même résultat. D'accord? M est égal, on va prendre la première relation, donc YE c'est 0, moins YA c'est 3, sur XE c'est moins 2, moins XA moins 4, c'est moins 3 sur moins 6, est égal 1 sur 2. Donc M est égal 1 sur 2. D'où l'équation Y est égal 1 sur 2x plus p. D'accord? Et là, on a déjà trouvé le m qui est égal à 1 sur 2. On l'a vérifié. Maintenant, il nous reste de trouver le p. Déterminons maintenant p. Déterminons p. C'est l'ordonnée à l'abscisse. L'ordonnée à l'abscisse. D'accord? Bah, la droite passe par le point A et par le point E, donc elle va vérifier notre équation, l'équation 1. Donc si je remplace les coordonnées du point A dans cette équation, j'obtiendrai P. Donc on a A de coordonnées 4, 3 appartient à la droite AE. Donc, YA est égal à 1 sur 2 XA plus P. YA, c'est 3. 1 sur 2 XA, ça fait 4. Plus P. Donc, P est égal à quoi? Est égal à 3 moins
4 sur 2. C'est 3 moins 2, c'est égal à 1. Donc P est égal à 1. Vous avez vu? Et on peut écrire, donc, ou d'où, on conclut que l'équation réduite de AE est y est égal à 1 sur 2x plus 1. Très bien. 3 petit b. Montrer que la droite AE est la médiatrice du segment BC. Voilà. Pour montrer que AE est médiatrice du segment BC, ben, il va falloir que montrer quoi? Que l'équation, que la droite AE est perpendiculaire à la droite BC et que AE passe par le milieu de BC. Ça, c'est connu. Vous avez un segment et vous voulez montrer qu'une droite qui passe par ce segment est la médiatrice. La médiatrice, c'est-à-dire qu'il va passer par le milieu du segment et que cette droite est vraiment perpendiculaire à la droite qui est direction, qui porte ce segment. Donc, montrons que AE, donc la droite AE, est médiatrice du segment BC. D'accord? Montrons que AE passe par le milieu du segment BC. Et c'est quoi le milieu du BC? On l'a vu tout à l'heure. On a vu qu'on a trouvé que le point M, c'est le milieu de BC. Et on a trouvé que M, ce n'est que le point J. Montrant que AE passe par le milieu du segment E, à savoir le point J de coordonnées 0, 1. Remplaçant YJ et XJ dans l'équation de AE. D'accord? Et on a Y est égal à 1 sur 2 XJ plus 1. Est égal à quoi? XJ, c'est combien? Y est égal à 0 plus 1 est égal à 1. Et 1, ce n'est que YJ. D'accord? Donc, J appartient bel et bien à la droite BC. AE, pardon. D'accord? Donc, J appartient à AE. Maintenant, montrons quoi? Montrons que la droite AE est perpendiculaire à la droite BC. Montrons que la droite AE est perpendiculaire. Comment on va montrer ça? Perpendiculaire à la droite BC. On a vu dans le cours pour montrer que deux droites sont perpendiculaires si leur pente ou si le produit de leur pente est égal à moins 1. Donc si je prends la pente de cette droite et je le multiplie par la pente de cette droite et j'obtiens moins 1, donc systématiquement sont perpendiculaires. Et j'aurais montré que les deux droites sont perpendiculaires et que la droite AE passe par J qui est milieu de BC, donc AE est la médiatrice de BC. AE, j'ai l'équation de AE, c'est Y est égal à 1 sur 2x plus 1, c'est l'équation réduite de la droite AE. Et la droite BC, comment j'obtiendrai l'équation de la droite BC? Si vous vous rappelez sur la première question, on a dit vérifier que la droite delta passe par les points BC. Donc quoi? Donc delta, c'est BC. Donc delta, c'est la droite BC. Et puisque l'équation qu'on nous a donnée, c'est l'équation de delta. Donc l'équation, celle-là, c'est aussi l'équation de BC. Vous avez vu, c'est où le piège?
Donc il faut avoir une bonne mémoire et de relire, voilà, de relire l'énoncé ou de relire l'exercice si vous êtes bloqué sur une question et vous n'avez pas trouvé ou récupéré le maximum d'informations. Là, on peut dire, on a l'équation réduite de la droite AE et y est égal de 1 sur 2x plus 1. Et delta est la droite BC. Donc, l'équation réduite de la droite BC, y est égal, combien? 2x, moins 2x plus 1. D'accord? Calculons le produit de leur pente. C'est quoi? C'est 1 sur 2 fois moins 2 est égal moins 1. Donc, AE est perpendiculaire à BC. D'accord? On vient de montrer que AE est perpendiculaire à BC. Et on a montré aussi que la droite AE passe par le point J qui est milieu du segment BC. Donc d'après 1 ou 2, si vous voulez. Ici 1. D'après 1 et 2, on conclut que la droite AE est médiatrice du segment BC. D'accord? Exercice 6. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice 6? 4 points. Soit f, la fonction affine, définie par f de 0 est égal à 4, f de 3 est égal à 1. Montrer que f de x est égal à moins x plus 4. Calculer f de moins 2 et déterminer le nombre réel a tel que f1 est égal à 7. Ça, c'est classique. On me donne deux images, on me demande de déterminer f de x et de calculer l'image de moins 2 et de calculer le nombre dont l'image est 7. Donc, première question, petit a. Montrons que f de x est égal à moins x plus 4. On a f de 0 est égal à 4, f de 3 est égal à 1. Supposons que f de x s'écrit f de x est égal à ax plus b. Et déterminons a et b. Détermination de a, le coefficient. A est égal à quoi? D'après le cours, qu'est-ce qu'on a vu? C'est f de x moins f de x prime, par exemple, sur x moins x prime. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est a est égal, on a déjà les images. On a f de 0 moins f de 3 sur le x, c'est 0, et le x ici, c'est 3. Donc 0 moins 3. Donc l'image de 0 par f, c'est 4. Donc j'écris 4. L'image de 3 par f, c'est 1. J'écris 1 sur 0 moins 3. Est égal à combien? C'est 3 sur moins 3 est égal à moins 1. Donc, f de x est égal à moins x plus b à ce stade. D'accord? Déterminant ou détermination de b. Détermination, c'est le même principe pour déterminer l'équation réduite d'une droite. Détermination de b. D'accord?
on a f de 0 est égal à 4, ou vous pouvez prendre f de 3 est égal à 1 et vous remplacez. Donc, en remplaçant dans l'équation 1, qu'est-ce qu'on obtient? F de 0 est égal à moins 0 plus b. F de 0, c'est 4, est égal à b. Donc, f de x est égal à moins x plus 4. Et on vient de montrer que f de x est égal à moins x plus 4. Assez facile. Petit b, on me demande de calculer f de moins 1. b, calculant f de moins 1. On a f de x est égal à quoi? Moins x plus 4. L'image de moins 2 par la fonction f revient à remplacer moins 2 dans l'expression de f de x. D'où f de moins 2 est égal à combien? Moins 2 plus 4. Moins 2, ça fait plus 2, plus 4 est égal à 6. Donc, f de moins 2 n'est que 6. D'accord? Petit c, détermine le nombre réel a tel que f de a est égal à 7. C'est simple. Calculons a tel que f de a est égal à 7. On a, qu'est-ce qu'on a? On a f de x est égal à quoi? Est égal à moins x plus 4. C'est-à-dire que f de a est égal à moins a plus 4. D'accord? F de a est égal à 7. Donc, 7 est égal à moins a plus 4. Donc, a est égal à combien? 4 moins 7. Donc, a est égal à moins 3. Donc, c'est f de moins 3 qui est égal à 7 fois 7. C'est une petite tournure, mais c'est toujours de déterminer le x dont l'image est 7. On remplace dans l'expression de f de x par a, puisqu'on a déjà f de a qui est égal à 7. On remplace et on détermine voilà, l'inconnu qui est a, moins 3. Donc l'image de moins 3, c'est 7. D'accord? C'est assez facile jusque-là. Deuxième question. Dans la figure suivante, D et D' sont respectivement les représentations graphiques des fonctions f et g dans un repère orthonormé. Très bien. Nous avons D, c'est la représentation graphique de f de x, celle qu'on a vue tout à l'heure. Et D', c'est la représentation graphique de la fonction g. On voit que D, c'est une fonction affine. Bah oui, c'est moins x plus 4, elle passe pas par l'origine. Par contre, D', elle passe par l'origine. Donc c'est une fonction linéaire. Bah oui, ici, on me demande de montrer que g de x est égal à 3x. D'accord. Résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à g de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Comment on va montrer que g de x est égal à 3x? Montrons que g de x est égal à 3x. Donc, selon la représentation graphique D', c'est-à-dire la droite, est une droite qui passe par l'origine du repère. D'accord? S'il passe par l'origine, donc g de x est une fonction linéaire qui s'écrit g de x est égal à x. Déterminant a. Pour déterminer a, on aura besoin de quoi? On aura besoin de 2 points. On a déjà le point O, parce que la droite des primes passe par le point O. Et on aura besoin d'un autre point. On voit que ici, des primes passent par 0, 0. Et aussi par le point 1, 3. D'accord?
on a G de 0 est égal à 0, car D' passe par l'origine. Et on a aussi, graphiquement, G de 1 est égal à 3. Voilà, on l'a ici. G de 1 est égal à 3. Graphiquement, ça on l'a déterminé graphiquement. Donc, A est égal à G de X sur X, qui est égal G de 1 sur 1. Et G de 1, c'est 3 sur 1. Donc, est égal à 3. A est égal à 3, ce qui implique que G de X est égal à 3x. C'est facile. D'accord. Ça, pour la question 2a. Maintenant, petit b. Résoudre graphiquement l'équation f de x est égal g de x. Résolution. Ça, c'est facile aussi. Hein. Résolution de l'équation f de x est égal g de x graphiquement. Cela revient à faire quoi? Donc, résoudre une équation graphiquement, c'est-à-dire de prendre la représentation graphique de la fonction f et de reprendre la représentation graphique de g et de voir l'intersection des deux représentations graphiques. Le point d'intersection est solution de l'équation. Parce que là, on a est égal. D'accord? On a t et la représentation graphique de f, d' et représentation graphique de G, l'intersection de D' et D et le couple de solutions de l'équation. Et qu'est-ce qu'on a? On a des D' se coupent sur le point 1, 3. Donc les droites D' et D se coupent au point de coordonnées 1, 3. Donc la solution de cette équation est donc x est égal à 1 et solution de l'équation f de x est égal à g de x. D'accord? Très bien. Exercice 7 et le dernier. Exercice 7. Soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube tel que BD est égal à 9 racines de 2 cm, voire figure ci-contre. Très bien. Montrer que AB est égal à 9 cm. Montrer que AB est égal à 9 cm. D'accord. On a A, B, C, D, E, F, G est un cube. Donc, il a des faces carrées. Donc, toutes ces faces, c'est carré. Donc, il a des angles droits. Et on nous donne BD. BD, c'est la diagonale du premier carré. Si j'ai la diagonale, j'ai un angle droit, je peux appliquer le théorème de Pythagore et dire que AB au carré plus AD au carré est égal à BD au carré. Puisque AB est égal à AD, donc c'est AB au carré est égal, 2 fois AB au carré est égal à BD au carré. Et on peut calculer AB directement.
Donc 1 montrant que AB est égal à 9 cm. On a A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. Donc, le triangle ABD est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, direct, on a AB au carré plus AD au carré est égal à BD au carré. AB est égal à AD, car ABCD est un carré, car ABCD est un carré. Il a les côtés qui sont égaux. Donc, BD au carré est égal à 2 fois AB au carré. Donc, BD est égal à racine de 2 AB au carré. On nous demande de calculer AB. Donc, AB au carré est égal à BD au carré sur 2. Donc, AB est égal à racine de BD sur 2. D'accord? Application numérique. BD, c'est 9 racine de 2 à la puissance 2 sur 2, le tout racine. Donc, ça donne quoi? Ça donne 80 fois 2, 81 fois 2 sur 2 racine, le 2 qui va partir avec le 2, et on aura racine de 81 est égal à 9. Donc, AB est égal à 9 cm. Très bien. Calculer l'aire du triangle BCD. Deuxième question. BCD. BCD. Comment on va calculer l'aire du triangle BCD? BCD. BCD. C'est simple. ABCD est un carré. Puisque BD est la diagonale du carré, donc l'aire de BCD, c'est la moitié de l'aire de ABCD. Calculons l'aire du triangle. Calculons l'aire du triangle BCD. On a ABCD est un carré et BD est sa diagonale. Donc, l'aire de SBCD est égale à l'aire de ABCD sur 2. Et l'aire de ABCD, c'est AB au carré sur 2. On a déjà calculé AB, donc SBCD est égal à 9 à la puissance 2 sur 2. C'est 81 sur 2 cm carré. Ou 40,5 cm carré. Ça, c'est l'aire de notre triangle BCD. Très bien. Maintenant, on me demande, troisième question, montrer que le volume V de la pyramide GCBD est égal à 121,5 cm3. Notre feuille. Le volume de la pyramide GCBD. Très bien.
Oui, c'est une pyramide. Et bah, pour calculer le volume, qu'est-ce qu'on a dit? Pour calculer le volume, oui. Ouais. Bah, cette pyramide, sa base, c'est BCD. Et sa hauteur, c'est GC. Parce que GC est perpendiculaire au plan ABCD. Donc, pour cette pyramide, la hauteur, c'est GC et sa base, c'est BCD. On a déjà calculé l'aire de BCD. Il va falloir la multiplier par la hauteur GC. Et bien, GC, c'est quoi? C'est un cube. Donc, GC est égal à AB. Donc, c'est la surface de BCD fois AB sur 3. C'est ça le volume de la pyramide GCBD. D'accord? Donc, troisième question. Montrons que le volume de la pyramide GCBD, qui est égal à V, qui est égal à 121,5 cm3. On a la hauteur de la pyramide GCBD et CG, qui est égal à AB, car A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. D'accord? Là, on vient de déterminer la hauteur. La base de la pyramide GCBD est le triangle BCD. D'air SBCD, qui est égal à combien? 40,5 cm². D'accord? Donc, le volume de la pyramide est, selon la relation, le volume est égal, la base, c'est-à-dire la base S, la surface, l'aire de la base, c'est S, c'est l'aire du triangle BCD, fois la hauteur qui est AB, sur 3. C'est SBCD fois AB sur 3. Donc le volume, c'est 40, c'est 80, c'est 40,5 fois AB qui est de 9 sur 3. D'accord? Et ça, c'est combien? C'est 121,5 cm3. Très bien. Ça, c'est le volume de la pyramide GCBD. On vient de le démontrer. Quatrième question. Après une réduction du cube A, B, C, D, E, F, G, H, on obtient un cube de volume de 216 cm3. D'accord, on fait une réduction de notre cube et on obtient notre cube de volume de 216. Très très bien. Montrez que le coefficient de réduction est égal à 2 sur 3. Très très bien. Montrons que le coefficient, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Coefficient de réduction est 2 sur 3. A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. On peut calculer son volume. C'est le premier côté, multiplié par le second côté, multiplié par la hauteur. Donc calculons d'abord le volume de la grande pyramide. Alors, on écrit le volume de A, B, C, D, E, F, G, H, qui est égal, donc c'est la base multipliée par la hauteur, ou directement le premier côté fois le deuxième côté fois la hauteur. On peut écrire que c'est AB fois BC fois GC. Et puisque BC est égal à GC,
puisque BC est égal à GC est égal à AB, car A, B, C, D, E, F, G, H est un cube, on écrit le volume de A, B, C, D, E, F, G, H est égal à AB à la puissance 3. Donc, c'est 9 à la puissance 3. Calculatrice, et on obtient notre volume de A, B, C, D, E, F, G, H qui est égal à 729 cm3. Très bien. Soit V petit cube, le volume du cube réduit. On écrit, selon le cours, qu'est-ce qu'on peut dire? Le volume de du petit cube, du cube réduit, est égal le coefficient de réduction 1 sur k à la puissance 3, parce que là on travaille avec des volumes, fois le volume de la du grand cube, volume de A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord? Donc 1 sur k à la puissance 3 est égal le volume du petit cube sur le volume du grand cube A, B, C, D, E, F, G, H. Le volume du petit cube, c'est combien? On nous a donné ces 216. Et le volume du grand cube, c'est 729. D'accord? Et si on réduit ce premier nombre et ce deuxième nombre, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ben déjà 216, on va faire ça ensemble. On va faire une division euclidienne. 216 divisé par 2, ça donne 108. Divisé par 2, c'est 54. Divisé par 2, ça donne 25, 26, 27. Divisé par 3, ça donne 9. Divisé par 3, ça donne 3. Divisé par 3, ça donne 1. Donc en fin de compte, 216, c'est 2 à la puissance 3 et 3 à la puissance 3. D'accord? Et 729, qu'est-ce qu'on peut dire de 729? C'est 243. Divisé par 3, ça donne combien? Ça donne 81. Divisé par 3, ça donne 27. Divisé par 3, ça donne 9. Divisé par 3, ça donne 3. Divisé par 3, ça donne 1. Donc, c'est 3 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. D'accord? Et là, je peux simplifier 3 à la puissance 3 par 3 à la puissance 3. Et ça me reste 2 sur 3, le tout à la puissance 3. D'accord? Et de là, je peux conclure que 1 sur k est égal 2 sur 3. Et c'est le coefficient de réduction. Ainsi, le coefficient de réduction est 2 sur 3. D'accord? Maintenant, la dernière question, petit b, soit V' le volume, soit V' le volume de la pyramide G', voilà, G', C', B', D', obtenu après réduction de la pyramide GCBD. Calculer V'. C'est bon. Donc calculons, on a déjà le coefficient de réduction. Calculons le volume de la pyramide G', C', B', D', obtenu après la même réduction, on parle toujours de la même réduction, de la pyramide GCBD. On sait que le coefficient de réduction
est 2 sur 3. D'accord. On a le volume de la première pyramide, le volume de la pyramide GCBD qui est égal à combien? On l'a calculé, c'est V est égal à 121 et V est égal à 121,5 cm3. Donc, le volume V' de la petite pyramide n'est rien d'autre que 1 sur K, le tout à la puissance 3, fois V, où V' est égal 2 sur 3 à la puissance 3 fois V. D'accord? Application numérique, donc V' est égal 2 sur 3, le tout à la puissance 3, fois 121,5. Après calcul, on obtient V' qui est égal à combien? 36 cm3. Donc, le volume de la pyramide G', C', B', D' est V' est égal 36 cm3. Voilà, on vient de corriger l'exercice, le dernier exercice de notre examen. Voilà, sur ce, c'était un examen assez lent, je dirais. En général, c'est des questions faciles. Certains exercices contiennent des questions un peu qui demandent beaucoup plus de temps. Donc là, généralement pour les élèves qui s'entraînent régulièrement sur de longs exercices, auront la main de finir l'examen à temps. Ben, sinon, je dirais qu'en général, c'est un examen assez facile à la portée. Donc voilà, ben, merci pour votre attention. La prochaine fois, on va faire la correction d'un nouveau examen. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.